Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Débat de presse, une émission qui permet de commenter, d'analyser et de décrypter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec des confrères de la presse nationale. Alors pour ce dimanche, 4 sujets nous intéressent uniquement au plan national. Il s'agit donc du lancement des souscriptions pour la construction du mémorial Thomas Sankara, du Forum national de la sécurité, de la rentrée politique du MPP et de la création d'un nouveau groupe parlementaire par des députés du groupe parlementaire UPC. Et le 4e sujet porte sur le report de l'audience de confirmation des charges dans le dossier du putsch manqué de septembre 2015. Alors pour aujourd'hui, je suis en compagnie de 3 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Paul Miki Roamba de la radio Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Sur ce plateau, nous avons Yacinthe Sanou de la radio Omega FM. Bonjour Yacinthe. Bonjour Samuel. Nous avons également avec nous Lassane Osé Ouedraogo des éditions Sidoya. Bonjour. Bonjour Samuel. Et merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors l'actualité en début de semaine a été marquée par le lancement, je le disais tantôt, donc des souscriptions pour la construction du mémorial Thomas Sankara. Vous avez donc suivi cette actualité, vous avez vu ce qui s'est passé donc au stade Joseph Colombo. Alors que pensez-vous donc de ce projet de mémorial, Paul Miki? Alors, je crois que ce projet en lui-même, c'est une bonne chose parce que, de mon point de vue, toutes les actions qui doivent conquérir à saluer la mémoire de feu le président Thomas Sankara, ce sont des actions à encourager. Maintenant, sur le choix du mémorial, moi, j'ai un certain nombre de réserves parce que, bon, j'aurais pu imaginer un autre projet pour rendre hommage à feu Thomas Sankara parce que pour ce que nous savons de lui, c'était un homme engagé et il n'était pas très d'accord, de mon point de vue en tout cas, sur les actions d'éclat. Alors il s'agit là, de mon point de vue, d'une action d'éclat quand on parle de ce projet de mémorial parce que c'est vraiment un monument qui va servir peut-être à lui rendre hommage. Sur le plan international, cela peut être bien vu parce qu'on est d'accord que Thomas Sankara, ce n'est pas seulement le Burkina Faso, Thomas Sankara, c'est toute l'Afrique. Il était important en tout cas qu'on ait un lieu de recueillement pour se rappeler au bon souvenir de ce président du Faso qui en 4 ans a tenté de faire révolutionner le Burkina Faso, qui malheureusement a été sauvagement assassiné en 1987. Mais moi j'aurais été beaucoup plus content si on avait imaginé un autre projet beaucoup plus utilitaire, par exemple un grand centre hospitalier ou une université ou du moins une grande école que l'on nommerait Thomas Sankara en sa mémoire et qui serait utile également pour l'ensemble des Burkinabés parce que de ce que l'on a appris en tout cas de l'homme, parce que lorsqu'on l'assassinait, nous on était encore tout petit, on sait que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup ses contributions volontaires comme ce que l'on a vu, mais pour les mettre au profit du grand public, c'est-à-dire au profit de l'action nationale. Donc voilà un peu le commentaire que je voulais faire d'entrée de jeu, mais toujours est-il que bon, c'est un choix parmi tant d'autres, on aurait pu imaginer autre chose, ce n'est pas également à balayer du revers de la main, mais il y a aussi des réserves à mettre sur la qualité des personnes qui sont, j'allais dire, porteurs de ce projet. Oui, parce on va y revenir. On va laisser peut-être Yacinthe dire s'il partage en tout cas ton point de vue sur ce projet. Yacinthe. Bon, les points de vue sont forcément divergents sur le projet, mais je pense que, comme il a dit, c'est l'initiative en tout cas à saluer. C'est toujours le lieu de rendre hommage à faire le président Thomas Sankara parce qu'on n'avait pas véritablement en tout cas ne serait-ce qu'un cadre où lui rendre hommage. Maintenant, sur les moyens de lui rendre hommage, bien sûr, on trouvera toujours à redire quel que soit le choix qui sera fait. Mais je pense que c'est déjà bon d'avoir eu cette initiative. D'avoir aussi ce sentiment de souscription parce que là, on verra un peu aussi l'engouement de population voilà, dans la souscription. Mais je trouve que toujours est-il que ce musée-là vient nous rappeler une réalité. Ce mémorial verra peut-être le jour avant qu'on rende justice à Thomas Sankara. C'est malheureusement la réalité. 30 ans après, le dossier judiciaire est toujours oui, justement, sur ce point, il y a des personnes qui pensent qu'il fallait d'abord
avoir cette victoire, en tout cas judiciaire, avant donc d'aller vers ce projet de mémorial. C'est également mon avis. Je pense que, en tout cas, ce serait une honte si le mémorial voit le jour sans qu'on rende justice à Thomas Sankara. Parce que la première question que poserait un touriste, un visiteur du mausolée, c'est peut-être qui a tué Thomas Sankara finalement. Et j'aimerais bien être là pour écouter la réponse de Guy si la justice n'a pas encore rendu visite. On nous a toujours brandi Blaise Compaoré comme étant celui qui empêche le dossier d'avancer. Ça fait 3 ans qu'il n'est plus au pouvoir. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le dossier d'avancer? C'est ça toute la question. Je pense que, en tout cas, il y a tellement d'aspects. Il y a toujours l'ADN qui n'a pas pu être trouvé. Il y a aussi cette histoire de lever donc du secret sur les archives françaises sur Sankara, qui n'est toujours pas réglée. Je pense qu'il y a autant de choses qui, de préalable en tout cas, à remplir avant réellement de pouvoir rendre hommage à l'homme qui était Thomas Sankara. Parce que si l'on veut que le mémorial ait tout son sens, il faut d'abord lui rendre justice. D'accord. Oui, Lassane. Oui, comme on dit mes prédécesseurs, l'idée de rendre hommage à un grand homme comme Thomas Sankara est à saluer. À saluer en ce sens que voici quelqu'un qui s'est battu pour sa nation, qui s'est sacrifié pour sa nation. C'est bien, c'est très bien. Peut-être, comme l'a dit Paul Meki, environ 5 milliards pour construire un mausolée. D'aucuns diront que c'est trop au regard vraiment des idées, des valeurs que ce monsieur, ce grand homme défendait quand il était président du Faso. Mais n'empêche, je pense que le projet n'est pas porté seulement par les Burkinabés, il est aussi porté par des panafricains, des panafricanistes, ainsi que vraiment des gens qui aiment l'homme. Mais je pense que l'idée de mausolée étant bien, il ne faut pas prendre l'ombre pour la proie. L'homme pour la proie, pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme on dit les autres, il faut vraiment que justice soit faite à Thomas Sankara. Ce serait vraiment une honte, vraiment une aberration qu'aujourd'hui on puisse vraiment se battre, toutes les autorités, les acteurs, tout le monde puisse vraiment se bousculer pour que ce mausolée puisse voir le jour. Et au côté judiciaire, ça traîne parce que c'est un peu 30 ans quand même, c'est trop. On peut essayer de voir comment bousculer les choses de telle sorte que lorsque le mausolée verra le jour, que vraiment on puisse aussi voir côté justice. En outre, il y a aussi le choix même du lieu, parce qu'il y a des gens qui estiment qui posent problème, parce que la famille, c'est vrai, n'est pas, elle est peut-être patente pour le mausolée, mais le choix du lieu pose problème, parce que si on voit le Conseil de l'Entente, c'est vrai, c'est le fief du CNR, mais quand on évoque le nom du Conseil de l'Entente, il y a des gens qui voient autre chose, la terreur, on a exécuté des gens là-bas, bon, si on rentre au Conseil de l'Entente, vraiment, il y a cette idée qui se trouve derrière vraiment le Conseil de l'Entente, de telle sorte que vraiment, il faut revoir vraiment le lieu comme certains le pensent. Alors, on revient sur la cérémonie elle-même, le déroulement de cette cérémonie. Beaucoup ont été surpris du fait que le stade, qui n'est pas un très très grand stade au Burkina Faso, n'était pas rempli, au regard quand même de l'enjeu de ce mémorial, Paul Meki. Oui, ça traduit tout ce que l'on peut imaginer. Il y a tout ce qu'on peut avoir entre le discours et le concret. C'est vrai que quand on parle de Thomas Sankara, il y a beaucoup de gens qui se réclament de l'homme, mais lorsqu'on lance un appel de se mobiliser, ça donne autre chose. Effectivement, on a vu beaucoup de gens qui étaient excités sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'il s'est agi d'aller au stade municipal, on n'a pas vu cette mobilisation. Alors ça peut s'expliquer par ce que l'on disait tantôt, parce que vous avez vu la famille de Thomas Sankara a brillé par son absence à cette cérémonie. Deuxièmement, je le disais tantôt, ça dépend également de la qualité des personnes qui sont allées meubler entre guillemets cette cérémonie. Et c'est vrai qu'on a vu d'autres personnes, des personnalités aujourd'hui qui sont aux affaires, qui étaient au temps fort de la rectification avec Blaise Compaoré, qui avaient tenu un certain discours au lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara. Ce sont les mêmes qui se retrouvent aujourd'hui au stade municipal avec un autre discours. Alors je me dis quand même que les Burkinabés ne sont pas aussi dupes que ça, ils ne sont pas aussi naïfs. Ils ont peut-être en tête l'esprit de ces discours qui sont
toujours 30 ans après. Il faut également noter que c'est une réalité. On a parlé de la question de la justice pour Thomas Sankara. C'est ça le plus important. 30 ans après, il faut rendre justice à Thomas Sankara. Même si on convient que le comité mémorial Thomas Sankara n'est pas celui-là qui est chargé de rendre justice, c'est comme si eux, ils apportaient ce qu'ils pouvaient faire en mettant en place ce projet mémorial Thomas Sankara. Mais à côté de ça, la question de la justice, comme l'a dit Yassine Sanou, est totalement primordiale. On se demande comment est-ce qu'on peut ériger ce mémorial sans que on ne puisse rendre justice à Thomas Sankara 30 ans après. C'est vraiment une honte, il n'y a pas un autre mot pour le qualifier. Bon, l'un dans l'autre, je me dis que ça peut expliquer la faible mobilisation des Burkinabés au niveau donc de cette cérémonie. Et je crains fort que cette mobilisation, cette faiblesse de la mobilisation ne soit ressentie finalement sur la mobilisation des fonds, parce que le projet mémorial dépend intimement de la mobilisation des fonds, les cotisations volontaires pour que ce projet voit le jour. Ça serait une seconde honte si à un moment donné, le comité nous fait le point pour dire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour aller donc sur le projet. Oui, justement, en parlant d'argent, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas confiance, hein, qui ne font pas confiance. On le voit dans les réactions des uns et des autres sur les médias ou en tout cas dans la presse en ligne. Beaucoup de personnes pensent que sur ce plan, cet argent peut être détourné. Lassana. Et à juste raison, moi je donne raison à ces gens qui pensent que peut-être ils n'ont pas confiance à ces gens qui vont gérer cet argent, parce que depuis vraiment 87, vous savez que pendant les 4 ans de la Révolution, le détournement, la corruption a été combattue vraiment comme ceux qui étaient vraiment corrompus étaient comme des renégats. Mais après 87, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont installées jusqu'à c'est ceux qui détournaient l'argent, c'est ceux qui étaient dans la corruption, ou au contraire même qui étaient vus comme des héros, de telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, les gens ont tendance à comprendre que bon, même on peut toujours manger derrière le monde. Certains vous diront que Sankara nourrit plus que c'est comme Norbert Zongo, il nourrit plus que ceux qui sont derrière, qui vraiment ceux qui sont des saprofites sont plus que ceux qui se battent pour l'idéal de cet homme. Donc je pense que ceux qui pensent comme de cette manière, ils ont raison. Ensuite, ce qui explique peut-être le fait que les gens ne se sont pas mobilisés massivement au stade, au-delà vraiment du fait qu'il n'y a pas eu vraiment un tapage médiatique là-dessus. Il y a aussi les acteurs qui sont, peut-être le comité, on peut dire non, voici des gens qui se sont autosaisis d'un dossier, qui veulent vraiment réhabiliter la mémoire de quelqu'un. Mais il faut savoir que toutes ces autorités qui ont été, qui sont associées aujourd'hui, ce sont ceux qui ont travaillé avec le pouvoir compaoré, et on se rend compte que, on se rappelle lorsque le coup d'État de 87 a été consommé, un certain nombre de discours, Sankara le renégat, Sankara, vraiment tous les, je sais pas, les qualificatifs péjoratifs ont été utilisés pour qualifier cet homme pourtant qui s'est battu pour sa nation. Donc ceux qui font vraiment un recul et qui analysent cela vont se dire bon, mais ça là c'est du folklore, c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce qui va pouvoir sortir de ce forum là, vraiment de ce folklore là. Pour moi cela explique le fait que beaucoup de gens ne sont pas mobilisés sur le terrain. Oui, Hyacinthe. Mobilisation, possibilité de détourner les fonds qui seront alors mobilisés. Déjà sur la mobilisation, je pense qu'il faut faire la part des choses aussi entre la cérémonie en tant que telle et la souscription, parce que ce n'est pas, pour moi il n'y a pas de lien de cause à effet, parce qu'il faut tenir compte des différents calendriers et autres. Tous autant que nous sommes sur cette table, nous n'étions pas au stade. C'est pas parce que nous sommes opposés au projet, mais parce que certainement nous avions un calendrier assez chargé. Et ce n'est pas pour autant qu'en face de l'urne donc de substitution, nous n'apporterons pas notre contribution. Et si Sayon donne 5 000 francs, j'imagine que Sayon veillera à ce que ces 5 000 francs soient utilisés en bonne et due forme. Donc je pense que c'est là aussi qu'il faut peut-être mener la réflexion. Il ne faut pas jeter déjà l'anathème sur ceux-là qui portent le projet en disant qu'ils vont détourner et les laisser détourner. Il faut que tout souscripteur donc veille à ce que sa souscription porte. Pour moi, je doute que les substitutions, en tout cas volontaires, puissent atteindre les 5 milliards pour des raisons aussi simples que la modicité de nos poches. Mais je pense que c'est là aussi qu'il faut saluer la présence du chef de l'État
même s'il a fait 27 ans avec celui-là donc qui est présenté comme étant peut-être, en tout cas celui qui a bénéficié de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc, au moins, l'État pourra porter donc le projet, je pense, en bonne et due forme, et donc compléter ce qui manquera à temps opportun. Et je pense que en même temps que l'État porte ce projet, l'État aussi peut prendre les mesures qu'il faut pour que cet argent soit utilisé en bon escient. D'accord, oui. Moi, mon problème se trouve à ce que l'État porte le projet. Parce que j'estime réellement que si la justice n'est pas faite pour Thomas Sankara, si c'est vraiment les autorités qui portent vraiment ce projet, qui accompagnent, porter c'est trop dit qui accompagne, puisqu'il y a une... voilà, en quelque sorte qui parraine. Bon, moi je vois toujours ça, puisque si vous voyez, je me demande pourquoi la famille n'est toujours pas associée à ce mémorial, parce que beaucoup de gens de la famille vous diront que réellement ces acteurs qui parrainent et qui accompagnent, ils n'ont pas confiance à ces gens dans la mesure où ils n'ont pas été blancs, ils n'ont pas été neutres juste après le coup d'État. Ouais. Voilà. Par exemple, quand vous causez avec quelqu'un comme Bruno Jaffré, qui a été le biographe de Thomas Sankara, qui est un peu proche de la famille, il vous expliquera que, bon, peut-être lui il n'est pas partant, la famille aussi n'est pas partante, tout d'abord sur le choix du lieu, ensuite sur les acteurs même qui accompagnent aujourd'hui cette affaire, parce que bon, aujourd'hui, si vous voyez que peut-être même l'UNIRPS est parti, peut-être avec le régime aujourd'hui, beaucoup de personnes expliquent cela par la proximité idéologique. Mais certains vous diront que l'UNIRPS, pour vraiment respecter la mémoire de Thomas Sankara, aurait dû rester sur sa ligne de conduite et refuser d'aller au gouvernement pour, voilà, dans la mesure où Salif Diallo était, on disait non, c'est quelqu'un qui était avec Blaise Compaoré à 16h lorsque les choses se passaient, et lui dit non, lui il était parti pour faire signer ses paraphes. Donc, pourtant, Maître Sankara était l'adjoint, en question le vice-président de l'Assemblée nationale. Vraiment, ce sont un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, ceux qui croient réellement à Thomas Sankara ne croient pas à ce qui se passe. Oui. Alors, je voudrais dire que sur la question de la gestion, c'est vrai qu'on est sur ce plateau en train de critiquer l'idée de ce projet et la façon dont ça va être géré, mais j'ai l'impression ici que c'est un vin qui est déjà tiré. Voyez-vous, on a eu cette cérémonie au stade municipal, le monde entier regarde le Burkina Faso sur ce projet. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des ratés sur la démarche, mais il est important également de demander au Burkinabé de faire l'effort, de contribuer pour que ce projet voit le jour. Parce que si c'est un échec, vous voyez que ça sera comme un second assassinat pour Feu Thomas Sankara. Surtout qu'au-delà de nos frontières, c'est le monde entier qui regarde le Burkina. Vous avez été témoin de la présence ici, à Ouagadougou, de l'ancien président ghanéen qui est vu comme étant un ami, un proche de Feu Thomas Sankara. Donc c'est pour ça que malgré les ratés, malgré les critiques que nous formulons, nous sommes, de mon point de vue, en droit d'appeler les Burkinabés à soutenir le projet quand même. Parce qu'il ne faut pas regarder les hommes, mais à mon avis, il ne faut pas regarder les hommes. Je crois que c'est bien ce que la famille Sankara a fait. Parce qu'aujourd'hui, j'en conviens, il serait difficile de voir quelqu'un aujourd'hui au stade municipal en train de parler de Thomas Sankara, dire des choses sur l'homme, des choses qu'il n'a pas été capable de dire entre le 15 octobre 1997 jusqu'au 30 octobre 2014. Pendant 27 ans, des propos qu'on n'a pas tenus et on les tient aujourd'hui. Bon, c'est maladroit, mais écoutez, on ne peut pas regarder les hommes et puis parler du revers de la main. Ce projet, dans le comité mémorial Thomas Sankara, je connais des hommes qui sont suffisamment intègres, qui sont restés sur leur ligne. Maintenant, aujourd'hui, quand tout est mélangé à la politique, ça donne quelque chose de totalement indigeste. Mais il nous appartient à nous tous de faire en sorte que la mémoire de Sankara soit sauvée, soit saluée, soit honorée. Et ce sera un second assassinat si le projet était un échec demain. D'accord, oui, il y a ça. Je pense que la meilleure manière de tuer le projet, c'est de politiser l'affaire. C'est-à-dire, dès l'instant que l'on rentre, non, quand je dis politiser, c'est dans la politique politicienne. C'est-à-dire, dès l'instant qu'on rentre dans l'idéologie sankariste, c'est comme si le projet n'appartenait qu'aux sankaristes, avec le débat sur l'UNIPS et tout. Non. Je pense que Sankara, pour ce mémorial, vise à le magnifier comme le patrimoine qu'il est pour le Burkina Faso. Il est d'abord un ancien chef d'État. Donc, il fait partie de ce qu'on peut appeler en tout cas patrimoine historique et politique du Burkina Faso. Et donc, il faut sauvegarder ce patrimoine. Tout ce qui reste en termes matériels ou autres de ce tome, il faut le sauvegarder. Et c'est en cela peut-être que le mémorial a le mérite d'exister.
Maintenant, si on rentre dans le débat politique pro ou contre celui qui porte le projet, n'est pas celui... Non, c'est pas celui qui compte, parce qu'on ne trouvera jamais quelqu'un de blanc. Voilà, dans cette histoire pour pouvoir porter ce projet, à moins que ce ne soit en tout cas son épouse et ses enfants. Voilà, donc toujours est-il que les personnes ont eu en tout cas oui, ceux-là qui ont eu quand vous l'idée. parlez de politisation, par exemple, quand on voit que tout le gouvernement, par exemple, était sur place avec tout pratiquement. C'est quand même un chef de l'État. C'est tout autant qu'on rendait son hommage à tout autre. Mais est-ce que ça ne prend pas du coup une connotation politique? Non, je pense que ça donne tout le cachet qu'il faut à l'événement. Un hommage à un ancien chef d'État, vous ne voulez pas que le chef d'État actuel de soit là, je ne pense pas. Encore un chef d'État de la statue de Sankara, je ne pense pas que quelqu'un en tout cas qui, à mon sens, a un œil étatique puisse ne pas s'associer à ce projet. Et je pense que c'est cela qu'il faut plutôt éviter de rentrer dans le débat politique, mener le projet à terme, rendre hommage à l'homme. Maintenant, je pense que en dehors du mémorial, en tout cas, le débat peut se poursuivre. Mais lorsqu'on est dans l'endroit du mémorial, c'est la preuve aussi lorsqu'on est dans la composition du comité international Thomas Sankara, il y a quand même comme l'a dit Paul Miki, des sommités, il y a divers bords. Si l'on prend en tout cas la qualité des hommes qui y sont. Donc il faut, pour moi en tout cas, dépasser cet clivage politique, porter le projet et le mener à terme. C'est bien ce que je dis lorsque je demande de ne pas regarder. C'est exactement ce que je dis lorsque je demande de ne pas regarder les hommes qui sont autour du projet, c'est-à-dire les initiateurs, ceux qui sont allés parrainer le projet. Si on doit regarder ça, on va être réticent, on va se méfier. C'est peut-être ça qui justifie la faible mobilisation au stade municipal. Donc c'est pour ça, mon appel, c'est de demander au Burkinabé de faire fi des hommes et de voir l'idéal Sankara, et de voir le feu le président Thomas Sankara, dont la mémoire mérite d'être réhabilitée aujourd'hui, et puis aller de l'avant dans le cadre de ce projet. Sinon, si on rentre dans les considérations politiques, comme Hassan l'a dit, on risque de ne pas s'en sortir, on risque de se lancer des flèches inutiles. Oui, je pense que c'est en justifiant la faible mobilisation qu'on en a venu là. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui politise Sankara plus que les politiciens. Les autres ne font que peut-être un constat. Voilà, donc aujourd'hui, on peut tous taire nos divergences pour essayer vraiment de valoriser l'homme comme il a été et, et voir la suite des événements. Sinon, s'il faut voir l'aspect politique, réellement, on se demande est-ce que Sankara sera réhabilité. Mais vous croyez en ce projet? Un jour, on aura le mémorial avec la contribution de Burkinabé? Le mémorial, oui, mais là où vraiment j'ai toujours des doutes, c'est l'aspect justice. Sinon, le mémorial, même si vraiment on n'arrive pas à collecter les 5 milliards, je pense qu'avec les sous qui seront collectés, le comité, je ne sais pas, ce comité sera, je sais pas, verra comment il va faire pour vraiment construire un mémorial vraiment digne vraiment de ce nom avec l'argent qu'ils vont collecter. Sinon, le mémorial verra le jour. Maintenant, est-ce que justice sera dite à Thomas Sankara? C'est là la question. D'accord. Alors, on va évoluer dans ce débat parce qu'il y a 3 autres sujets qui nous attendent ce matin. Alors, en début de semaine également, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, donc a fait une conférence de presse lors de laquelle, en tout cas, il a annoncé que le Burkina va organiser donc très prochainement un forum national de la sécurité. Alors, l'idée donc a fait beaucoup de débats dans la presse, comme dans les radios et sur les médias en ligne. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce forum? En tout cas, pour le ministre, ce ne serait pas un forum de trop et ça permettra donc de réunir près de 500 personnes, en tout cas des experts, pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires au Burkina. Hyacinthe. Je fais partie des personnes, en tout cas, qu'au départ, se disaient encore un forum pour discuter la sécurité, on n'en a pas besoin, on sait quoi nos problèmes, il faut juste augmenter le salaire des personnes qui vont donc au Sahel, les équiper efficacement, doter les populations d'autres choses. En tout cas, qui avait proposé les solutions depuis, en tout cas, le confort de mon coin. Mais je pense qu'à l'analyse, en tout cas, de ce forum, je pense qu'en tout cas, il pourra apporter quelque chose. Lorsqu'on regarde déjà le procédé, puisqu'il y a d'abord 3 étapes. Il y a d'abord le pré-forum qui aura lieu donc pour préparer un peu tout ce qui est thématique, je pense, avec 200 personnes qui sont attendues. Oui. Il y a aussi les forats
dans les régions, dans les 13 régions, pour permettre un peu de recenser en tout cas tout ce qu'il y a comme proposition, et avant d'avenir au forum à lui-même. Et lorsque je regarde un peu également les personnes en tout cas qui sont attendues au forum, que ce soit les politiques, la société civile, les journalistes, des experts de l'ISAID, des experts belges, également les initiatives locales de sécurité, notamment les Corolego et les Dozo. Je pense qu'en tout cas, il y a matière à ce qu'on puisse causer de ce qui pêche dans la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que notre sécurité est malade. Alors il faut nécessairement poser un diagnostic. Je pense que c'est en cela que le forum peut servir, en tout cas avec les différentes contributions, poser un diagnostic. Et maintenant, j'espère et je croise les doigts pour que, en tout cas, voilà, la prescription qui va sortir de ce forum soit appliquée dans les jours qui viennent pour qu'on puisse au moins, en tout cas, en bénéficier. Je pense qu'en cela, en tout cas, il faut saluer la tenue du forum. Je pense qu'elle est pertinente en elle-même, la tenue du forum. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut surtout insister pour que tout ce qui va en sortir puisse être réellement appliqué sur le terrain. Oui, Lassani, vous partagez l'avis de... Je pense que ce sont les résultats de ce forum et l'application qu'on va faire sur le terrain qui me prouvera que réellement ce forum avait son sens. Parce que réellement, je pense que sous la transition, on a fait ce genre de... On a fait avec Auguste Denis Barry, on l'a fait. Et dernièrement même, Auguste Denis Barry le même, avec son centre, a organisé vraiment une rencontre de ce genre où il a convié aussi bien l'État que vraiment des acteurs du privé, du public, pour réfléchir sur cette question. Je pense que le ministre de la Sécurité même a déjà fait des tournées où vraiment il a rencontré les forces de défense et de sécurité, même les Congolais ont été entendus, ainsi que les Dozo. Je pense que réellement, à l'heure où nous sommes avec les différentes attaques, on aurait dû peut-être annuler, c'est trop dit, mais différer ça et prendre les plus de 150 millions. Je pense que 150 millions, c'est pas... On parle de 115, je crois. Non, 155 millions. Okay. Je pense que ça peut équiper... C'est vrai, peut-être les spécialistes diront que ça ne peut pas payer une bonne arme, mais je pense que 155 millions, ça peut contribuer réellement à renforcer notre équipement militaire dans le Sahel. Mais ne soyons pas pessimistes. Je dis l'issue de ce forum et l'application qu'on va faire viendra me convaincre que ce forum était vraiment nécessaire. Alors, oui, le ministre d'État Simon Compaoré a fait l'effort de convaincre les Burkinabés qu'il ne s'agit pas là d'un forum de plus. Mais nous sommes aujourd'hui au 9 octobre. Le forum aura lieu les 24, 25 et 26 octobre, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Mais d'ici là, moi, je peux déjà vous donner les conclusions de ce forum. C'est totalement connu. Ça sera donc quoi? On va dire il faut renforcer les équipements des forces de défense et de sécurité. On va nous dire ça. On va nous dire également qu'il faut renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales. On va nous dire également qu'il faut renforcer les renseignements. Ce sont des conclusions qui sont connues, ça ne va pas aller au-delà de ça. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est non seulement une perte de temps, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de projeter un forum qui aura lieu dans quelques semaines. Pendant ce temps, les terroristes, eux, ils n'attendent pas. Tous les jours que Dieu fait, ils attaquent. Les attaques sont devenues quotidiennes maintenant. C'est tous les jours qu'il y a des attaques au nord du Burkina Faso. Même les médias sont fatigués de les relayer parce que ça devient totalement banal, malheureusement. Donc pour moi, il aurait fallu donc appliquer réellement ce que l'on a déjà comme conclusion. C'est connu, ce qu'il faut faire, c'est connu, franchement. On va perdre du temps, on va perdre de l'argent pour rien finalement, parce que il y aura un pré-forum qui s'ouvre déjà demain. Ça va faire quoi, un maillage national. On connaît les réels problèmes que l'on a en matière de sécurité ici. Donc les 155 millions, si on prend et on ajoute à ce que l'on a déjà, je crois que ça peut permettre de renforcer les équipements de forces de défense et de sécurité, parce qu'il ne faut pas jouer avec le temps. Nous, on est en train de préparer un forum à coup de renforts publicitaires. Pendant ce temps, on ne sait pas à quel moment les terroristes font les forums. Personne n'est au courant. Mais toujours est-il qu'eux, ils ont des résultats malheureusement tous les jours sur le terrain. Donc c'est pour ça que moi, je suis totalement opposé à la tenue de ce forum. Et puis l'autre chose, on sait comment les rencontres se tiennent au Burkina Faso. C'est ce genre de forum où on va réunir les forces de défense et de sécurité. On connaît la hiérarchie militaire. Aucun élément à la base sur le terrain ne viendra prendre la parole pour dire la vérité devant sa hiérarchie.
Si un militaire vient, il est participant à ce forum, il n'aura jamais ce courage pour dire que nous sommes mal payés, nous mangeons du garba au nord du Burkina, nous sommes mal rémunérés, on n'a pas d'armes qui marchent. Voilà les vrais débats qu'il faut poser, alors que je sais que ce débat sera absent, totalement absent à l'occasion de ce forum. Donc pour moi, il aurait fallu passer à autre chose directement. Voilà. Oui, Hyacinthe, vous voulez réagir par rapport à ce que... Non, il y a juste une conclusion qui se trouve un peu trop facile en disant de reverser les 155 millions à l'équipement. Je pense qu'on a tout le temps fait ce reproche-là, c'est-à-dire de limiter en tout cas la réponse, la riposte aux attaques terroristes à équiper. Et visiblement, il y a nécessité en tout cas de penser de façon durable tout ce qui est riposte, parce que ça ne se limite pas seulement à doter nos forces de défense et de sécurité en armes. Lorsque les terroristes changent de méthode, aujourd'hui on en est donc au dépôt de mines. Je pense qu'à l'époque, on parlait de AK-47, donc il fallait donner. Aujourd'hui, on parle de mines déposées sur la terre. Eux, ils y réfléchissent, ils font leur forum, comme le dit Miki, en secret, et donc ils tissent des stratégies. Je pense que réellement, il a nécessité en tout cas de penser à cette stratégie-là, à la riposte d'une manière globale et durable. Et ne pas seulement se ponctuer à donner des armes, à donner et ne pas penser. Parce que, comme on l'a dit, il y a des problèmes réels aussi au sein, en termes de collaboration entre la population et l'FDS. Je pense que ces genres de forums, en tout cas, permettent d'élaguer, au moins en tout cas, de toucher du doigt certaines réalités. Oui, et de mais permettre Paul Miki vient de dire que ce sont des conclusions, des recommandations qui sont connues d'avance. Alors, je ne suis pas sûr, étant donné la qualité des 500 personnes qui seront présentes, que toutes les conclusions, en tout cas, toutes les idées qui sont connues d'avance. Non, parce qu'il y a quand même des personnes qui mènent certaines analyses, qui mènent certaines études sur le terrain, qui pourraient apporter des éléments. Comme lui l'a dit, il y a des informations qu'il estime que les FDS ne pourront pas donner. Pourquoi ne pas participer au forum et les donner, ces informations-là? Je pense que c'est là aussi qu'on doit tous penser à notre apport de la sécurité, et c'est cela aussi que ce forum peut servir, c'est-à-dire générer le maximum d'idées pour appliquer une thérapie durable donc, à la lutte contre le terrorisme, et non pas simplement des thérapies donc, ponctuelles. D'accord, oui, là ça n'est très rapidement. Je pense que les acteurs, les experts dont parle Hyacinthe, je pense qu'ils ne vont pas... Oui, je veux dire, voilà. J'ai peur que ce soit les mêmes experts qui ont participé au forum de Denis Auguste. Ils étaient 400 là-bas. Voilà. Pourquoi pas ne pas vraiment approcher? Normalement, j'ai senti lors de l'organisation de ce forum, j'ai même été à la conférence de presse avant l'organisation, quand vous écoutez un peu le porteur du projet, bon, c'est comme si le gouvernement ne s'est pas trop impliqué dans l'organisation, tout en sachant que vraiment les résultats ne vont pas profiter à Auguste Denis Barry. Ça va profiter à l'État et aussi bien à notre système sécuritaire. Moi, je pense qu'il faut les mêmes experts, les mêmes personnes qui vont venir participer à ce forum et qui, à la fin aussi, ils vont passer signer. Les mêmes experts là, ce sont les mêmes experts qui ont participé au forum de Denis Auguste Barry. Je pense qu'on peut, pourquoi pas ne pas profiter aussi des résultats de ce forum et essayer de mettre en application. Je pense que réellement, je pense que la sécurité burkinabé gagnerait à travailler dans la discrétion et dans l'efficacité. Sinon, dans le tapage, je pense que nous, on a dit, on va terroriser les terroristes. Après, on nous terrorise. Je pense que trop de tapage, trop de forums, je pense que ça nous porte préjudice. Il faut travailler dans la discrétion, mais dans l'efficacité. Alors, comme il a dit, pour le colloque organisé par le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité de Auguste Denis Barry, c'était 400 personnes qui y ont participé. Ça sera pratiquement les mêmes qui vont se retrouver, à la différence peut-être que ce forum que l'on organise il est plutôt national, l'autre était international avec des sommités ou du moins des spécialistes du domaine de la sécurité venus d'autres pays, donc d'autres continents. Alors cette fois-ci, nous avons un forum national. On sait exactement au Burkina Faso comment les forats se tiennent dans notre pays. Tout le monde le sait. Lorsqu'on dit un forum national, d'abord le choix des participants. On tire sur le volet des participants. Ceux qui sont récalcitrants ou du moins ceux qui sont prompts à dire certaines vérités ne seront jamais conviés à ce forum. Deuxièmement, j'insiste là-dessus, la question de sécurité, même si le ministre d'État l'a dit que ça relève du ressort de tout le monde maintenant, ça n'est pas seulement les forces de défense et de sécurité, j'en conviens, mais il y aura une forte participation des FDS. Alors, à ce
ce forum, vous allez voir que ce sont les hauts gradés qui seront au devant des discussions. On va peut-être mettre de côté les soldats que l'on a envoyés au front. On va mettre de côté les gendarmes qui sont dans les postes de gendarmerie de Nassumbu, de Pétéga, de Arbolé, etc. dans le nord du pays, Arbina, je vais dire. Donc, on va laisser de côté les gens qui sont en contact, si vous voulez, avec les terroristes, et ce sont les supérieurs hiérarchiques qui vont venir parler. Même s'ils venaient à ce que ces soldats soient conviés, j'ai dit et je répète, nous sommes ici dans un monde où on se connaît, il y a la hiérarchie militaire, il y a le respect et tout, il y a la discipline totale. Un soldat bien formé ne va jamais prendre la parole devant sa hiérarchie pour dire qu'on m'a donné une arme qui ne percute pas. Alors qu'on sait très bien que c'est le mal de notre système de sécurité aujourd'hui. La question des renseignements, c'est assez important. On a beaucoup épilogué là-dessus. Les conclusions du colloque organisé par Auguste Denis Barry sont là. La scène l'a dit opportunément. On a eu l'impression que le gouvernement ne s'est pas impliqué ni dans l'organisation, ni dans l'accompagnement de ce forum, parce qu'on a vu l'ouverture du colloque international sur la sécurité. Le ministre d'État Simon Komporé a brillé par son absence. Je ne dis pas qu'il n'avait pas mieux à faire, mais pour moi, en tout cas, un colloque international qui se tient à Ouagadougou, qui réunit des personnes venues d'autres localités, qui concerne la question de sécurité, dans un pays qui a mal à sa sécurité, le premier responsable de la sécurité devrait y être, en tout cas pour apporter son accompagnement à telle rencontre. Donc c'est pour ça que j'ai dit, le Forum national sur la sécurité, pour moi, c'est une manière pour le gouvernement de montrer qu'il travaille à sécuriser les Burkinabés, mais son efficacité, j'en doute fortement. D'accord. Alors, il y en a aussi qui ont fait cette analyse selon laquelle c'est comme s'il y avait donc une concurrence finalement entre ce que Auguste Denis Barry a fait et puis voilà le Forum national maintenant qui est proposé par le gouvernement. Pourtant, je pense que tout Burkinabé que chacun de nous est, nous devons tous penser à l'intérêt supérieur de la nation. Je pense que ce n'est pas le moment de penser à de la concurrence. Si quelqu'un du privé peut apporter quelque chose à ce que vraiment la sécurité soit bien renforcée, ça soit la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés vraiment à concourir, à donner, chacun doit donner sa contribution à ce que vraiment notre sécurité soit bien renforcée. Donc si le colloque de Auguste Denis Barry peut apporter quelque chose réellement à ce que notre système sécuritaire soit bien renforcé. On n'a pas besoin peut-être d'organiser au niveau du gouvernement un autre forum pour contre-attaquer ou bien c'est pas pour. Je pense pas que ça soit le cas. Si c'est le cas, je pense que nos autorités ne doivent pas être à ça près. Alors, le forum d'Auguste Denis Barry a invité le gouvernement. Le gouvernement invite Auguste Denis Barry. Ça ressemble à un jeu de ping-pong. En tout cas, le ministre d'État a dit que le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité est invité à prendre part à ce forum et qui ont déjà des conclusions en mai. Je ne sais pas à quoi vont servir les conclusions de ce colloque international. On en aura encore d'autres sur le forum national et je peux parier que les conclusions du Forum national sont déjà connues et c'est les mêmes, on va revenir exactement aux mêmes choses. Il faut renforcer les équipements, il faut soutenir les forces de défense et de sécurité, il faut renforcer les renseignements, il faut renforcer la collaboration, c'est connu. Oui, on a une initiative privée qui était ouverte à l'international. Il y a nécessairement des recommandations au sein de cette initiative qui peuvent servir dans le forum. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le débat contre tel ou tel forum. Chacun, trop bien, ne garde pas la sauce comme on le dit de façon triviale, mais je pense qu'ici, là, chaque contribution doit être apportée. Donc le Centre d'études stratégiques a fait son colloque, a nécessairement des analyses qui peuvent servir dans le cadre de ce forum, parce que ce que le Centre n'a pas fait, c'est cette présence dans les 13 régions. Il ne faut pas limiter la lutte contre en tout cas la sécurité, la réflexion autour de la sécurité à Ouagadougou. Il faut aussi nécessairement impliquer, parce que souvent également, malheureusement, avec la tendance sécuritaire aujourd'hui, on limite tout à la lutte contre le terrorisme. Pourtant, on a des problèmes sécuritaires ponctuels et habituels avant donc le terrorisme, qui ne sont pas effacés par le terrorisme, mais qui sont plus mis en arrière-plan, qu'il faut nécessairement travailler aussi à juguler. Donc je pense que en cela, il faut prendre tout ce qui est comme contribution et donc pouvoir en tout cas nous prémunir de tout ce qui est comme menace. D'accord. Alors, on va évoluer, hein, parce que c'est des sujets qu'on ne peut pas épuiser. Du forum, en tout cas, on saura si voilà. c'est nécessaire ou pas. Justement. Alors, la question de sécurité, hein, le défi sécuritaire et la restauration de l'autorité de l'État, ce sont les thématiques, en tout cas, sur lesquelles les militants du MPP ont réfléchi lors donc de la rentrée politique du parti. Alors, pour le premier vice-président du parti, Simon Komporé, le
pouvoir en place sera beaucoup plus ferme. Donc, en tout cas, vis-à-vis des appels au retour de l'ancien président Blaise Compaoré et à la libération des généraux qui sont inculpés dans l'affaire coup d'État manqué de septembre 2015. C'est une rentrée que vous avez également suivie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce ton de fermeté, Lassane? Il faut dire que c'est le premier rendez-vous, grand rendez-vous du parti après le décès de son président, Dr Salifou Diallo. Il était de bon ton quand même, puisque des gens estiment que, comme en quelque sorte le guerrier du MPP, entre guillemets, le patron du MPP n'est plus là, le parti est fragilisé. Donc il était de bon ton quand même que le premier vice-président avec son staff puisse montrer que... puisse sortir dire aux gens que, au juste, Salif n'est plus là, mais nous sommes toujours forts. C'est bien, c'est vrai. Mais je pense que sur les questions, c'est vrai, restaurer l'autorité de l'État, mais façon dont vraiment le premier vice-président était vraiment les propos tenus, ça me laisse un peu perplexe. Perplexe pourquoi? Sur le cas de Blaise Compaoré, lorsqu'on, je sais pas, on estime que appeler au retour de Blaise Compaoré, c'est comme si on provoquait le peuple burkinabé. Moi, je pense qu'on n'avait pas chassé Blaise Compaoré du pays. Hein. Si Blaise veut revenir là, il n'a qu'à revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas que Blaise vienne? La justice même veut... On a lancé un mandat d'arrêt contre Blaise. Un mandat d'arrêt, voilà, sans effet. Si aujourd'hui, si lui-même, il choisit de revenir, Dieu merci. Comme disent Dieu merci, gloire à Dieu. Si lui-même, il choisit de venir se mettre dans la gueule de la justice, Dieu merci, gloire à Dieu. Si maintenant, ceux qui sont là peut-être pensent que le retour de Blaise va apporter un trouble, si il descend à l'aéroport, on le saisit là-bas directement et qu'on va je sais pas, à la Mako ou à la Banca, je sais pas en quoi ça va maintenant, s'il y a des dessous, c'est tout ça qui a apporté, puisque si aujourd'hui on veut interdire un certain nombre d'OSC de manifester. Si on prend par exemple Pascal Zaïda, si on interdit à Pascal Zaïda de manifester, qu'on interdise toutes les OSC de manifester, on ne peut pas permettre à un certain nombre d'OSC de sortir manifester et interdire. Maintenant, si on a des éléments, qui montrent qu'il est allé empoigner l'argent quelque part pour déstabiliser le Burkina Faso, on le met au ouf. Voilà. Maintenant, si ces informations ne sont pas avérées, si on laisse des gens comme le Duc Marcus, d'autres personnes manifester, ça ne veut pas dire que je suis pro Zaïda, mais je pense que depuis l'insurrection populaire, le Burkinabé vraiment est esclave de sa liberté. Et je pense même que le MPP a contribué de telle sorte que les OSC naissent, ils ont contribué de telle sorte que vraiment on puisse chasser Blaise Compaoré à travers les OSC. Aujourd'hui, les gens ont tendance parfois l'habitude de dire que le tueur a peur du gourdin. Voilà. Donc aujourd'hui, si on veut interdire aux gens, Pascal Zaïda, il ne représente rien. Ce sont les autorités qui ont travaillé à faire de Pascal Zaïda aujourd'hui ce qu'il est. Voilà. Il y a des gens qui ne voulaient même pas aller à la manifestation de Pascal Zaïda, mais tout simplement parce qu'on l'a interdit, ils veulent aller voir réellement, voilà, pour braver l'autorité. On a vu le 27 octobre où Sarah Sérémé, il n'a pas eu l'autorisation pour sortir, mais il est sorti avec ses femmes en spatule. Bon, je pense que c'est aux autorités de voir réellement ce qui se passe. S'il faut interdire, on interdit tout le monde. C'est ma pensée. D'accord. Hyacinthe. Alors, il y a plusieurs aspects dans l'entrée politique du MPP, surtout le discours, le ton du discours donc, du premier vice-président. Je ne vais m'arrêter que sur un point qui, pour moi, en tout cas, est pour moi le plus essentiel. En tout cas, ce qu'on peut faire comme bilan du MPP, c'est dans l'autorité de l'État, puisqu'ils en font eux-mêmes un thème. Et donc tabler sur la restauration de l'autorité de l'État. Je pense que pour eux, il faut que les citoyens rendent à l'État son autorité. Moi, je pense que c'est là mal posé le débat. Ça dit que pour moi, l'autorité ne se défère pas, elle se mérite tout simplement. Lorsque vous avez un ministre d'État chargé de la sécurité qui, par des propos, déclenche une grève de chauffeur-routier qui bloque tout un pays, ah ben là, ce n'est pas le citoyen qui est en cause. Lorsque vous avez des tueurs de policiers qui courent toujours dans la nature, vous avez des noyeurs de douaniers qui courent toujours dans la nature. Ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas le citoyen qui remet en cause l'autorité de l'État. Je pense qu'il faut affirmer l'autorité de l'État sur certains sujets déjà assez majeurs
pour permettre aux citoyens donc, de se reconnaître dans cet état-là et tout simplement l'autorité va se manifester. Je pense que c'est à cela qu'il faut poser le débat, plutôt que de rester dans cette posture-là. Et c'est malheureusement la posture dans laquelle, en tout cas, le MPP se pose aujourd'hui, c'est de cette complotite autour du pouvoir. Je ne pense pas qu'il y ait un pouvoir dans le monde qui ne soit pas convoité. Donc déjà, il y aura toujours des manigances pour vous faire tomber, pour même vous retirer le pouvoir. Alors c'est à vous de fermer les portes. Donc c'est pas en restant dans cette complotite-là, dans le client au complot que le loup ne va pas rentrer dans la bergerie. Il faut donc faire en sorte qu'il ne puisse pas y rentrer. Il y a aussi pour moi ce fameux débat en tout cas sur la personne de Zaïda. Je pense que je ne comprends pas pourquoi le ministre d'État réussit à faire d'un homme, Pascal Zaïda, une star aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas, par exemple, Pascal Zaïda, tout simplement. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Ça dit qu'on a donné une force à ce mouvement que lui-même n'espérait pas. Donc, je pense que sans tous ces exemples, il y en a tellement que... En tous ces éléments que l'autorité de l'État doit s'affirmer. Et c'est là qu'on attend un peu la réaction du MPP. Et non pas dans cette politique, comme l'a dit Zéphrin Diabré, du bouc émissaire, toujours avoir quelqu'un pour expliquer l'échec. Non. Je pense qu'il faut travailler en tout cas sur certains aspects. On attend souvent l'État sur certains sujets. Malheureusement, on a une réponse qui n'est pas celle de nature à affirmer l'autorité de l'État. Il y a aussi, naturellement, comme le troisième point de leur rentrée, la demande sociale. Ils parlent toujours de complot, de manigance, de manipulation des syndicats. Je ne pense pas qu'un syndicat à qui le gouvernement, Paul Kabacheva, a promis des retombées, donc, et il n'a pas tenu ses promesses, soit manipulé par toute autre personne que ces promesses-là, et donc par le gouvernement, pour Kabacheva lui-même. Je pense que c'est à cela qu'il faut poser réellement le débat, et non pas toujours chercher bouc émissaire, toujours accuser l'autre. Je pense qu'on est toujours dans un discours, et avec un ton, pour moi, qui n'est pas de nature à restaurer, à donner la confiance, en tout cas, des Burkinabés, en ce qui est ceux-là qui gouvernent aujourd'hui. D'accord, oui, Paul Miki. Alors, je crois que le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, est un parti très fort. C'est un parti démocratique, c'est un parti qui a gagné des élections démocratiques, c'est un parti au pouvoir. Donc c'est un parti fort, il est fort comme le tigre, alors qu'on nous a appris que le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie. Donc je vois que ça sonne mal de la bouche du MPP de dire qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Ce sont les autres qui devraient le dire, pas le MPP, pas en tout cas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, l'autorité de l'État doit s'affirmer, comme Yassine l'a dit, on ne proclame pas ça. Donc vous êtes un parti au pouvoir, vous êtes élu démocratiquement, vous avez l'onction des Burkinabés. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on attend pour agir, alors que c'est le parti, le pouvoir aujourd'hui, qui a la force publique. Donc les questions de restauration de l'autorité de l'État, c'est vraiment, entre guillemets, leur tasse de thé. Les autres pourraient en parler si vraiment l'autorité était faible et puis bon, venir en soutien ou autre chose. Mais ça sonne mal, en tout cas, de la bouche du MPP, cette question de l'autorité de l'État. Donc c'est pour dire que le MPP doit aller droit au but dans l'affirmation de son autorité, dans la gestion des affaires publiques. Mais comme Yassine l'a dit également, il y a des faits qui montrent que l'autorité effectivement est affaiblie s'il y a de l'impunité. S'il y a des gens qui sortent manifester de façon illégale, on n'est pas capable de les réprimer. Il a bien pris l'exemple des chauffeurs routiers. On a été tous victimes de ça. En août dernier, où des gens sont sortis comme ça, bloqués, paralysés le pays en 72 heures sans qu'aucune cartouche de lacrymogène n'a été lancée. Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. On a l'impression qu'on a peur de ces manifestations. Alors, pour revenir aux autres aspects de cette rentrée politique, on a parlé du meeting de Pascal Zaïda. Et c'est vrai, comme les autres l'ont dit, c'est un meeting qui ne gagnerait pas à être interdit, à mon avis. Tout simplement parce que, d'abord, l'autorisation avait déjà été accordée, ensuite on revient là-dessus. On a l'impression que Burkina Faso ont choisi les OSC qui sont favorables pour autoriser leur activité et puis empêcher d'autres qui ont des propos qui ne sont pas favorables au régime en place, dont on interdit les actions. Autoriser le meeting qui était prévu le 7 octobre, c'était peut-être d'ailleurs plus facile pour moi que de l'interdire parce que ça envoie d'autres formes d'interprétation. On a pris ici des exemples de par le passé où on avait cette liberté d'expression. D'ailleurs, le régime aujourd'hui en place doit son pouvoir à la rue, qui a manifesté à un moment donné parce que la rue avait cette liberté. Donc aujourd'hui, si on interdit ces genres de manifestations, c'est comme un recul démocratique. C'est faire beaucoup de publicité autour de ce meeting de Pascal Zaïda qui aurait pu passer inaperçu si on l'avait autorisé. Aujourd'hui, nous sommes au 9, au 8 aujourd'hui. Le meeting était prévu initialement hier. Donc c'est pour dire qu'on n'en parlait plus à partir d'aujourd'hui. Mais voilà qu'il a reporté son affaire
pour le 21 octobre, il a suffisamment d'arguments aujourd'hui pour dire qu'il faut qu'il tienne ce meeting, même si je ne suis pas d'accord également avec lui, lorsqu'il tente de faire un passage en force en disant qu'avec ou sans autorisation, le meeting aura lieu. Donc l'un dans l'autre, c'est autant d'aspects qu'il faut voir. Alors, je reviens là-dessus, le parti au pouvoir doit s'affirmer, doit montrer qu'il est vraiment parti au pouvoir, il doit rester un parti fort, taper où on déconne et puis féliciter où on a des actions positives. Voilà. Alors, sur le plan politique, toujours, hein, parce qu'on est pris par le temps, on a assisté donc à cette démission en cascade d'une dizaine de députés du groupe parlementaire UPC qui ont créé un autre groupe parlementaire. Comment analysez-vous donc cette situation au sein de l'UPC, Lassane? Je pense que la famille IPC va mal parce que lors de la rencontre à Fada, le président du groupe parlementaire UPC avait estimé que réellement s'il n'y avait pas de réaction de la part de Zéphirin Diabré par rapport à cet écrit notre confrère le courrier confidentiel qui accusait réellement un certain nombre de députés d'être de connivence avec le président du feu Salifou Diallo pour créer un grand parti de gauche. Oui. Voilà, ces députés avaient estimé que le silence du président Zéphirin ça jetait quand même le doute en leur sein parce que c'est comme si le silence du président disait qu'ils étaient vraiment coupables. Et de là jusqu'à aujourd'hui, de l'eau a coulé sous le pont, jusqu'à ce qu'aujourd'hui 13 députés ont démissionné, avec Élisée Kemdé aussi qui avait été exclu pour vraiment un comportement qui n'était pas vraiment en droite ligne avec les idéaux du parti. Aujourd'hui, nous avons plus de 13, en quelque sorte 13 députés qui sortent pour créer un groupe parlementaire. Ce qui me pose comme problème est que on démissionne du groupe parlementaire, mais on ne démissionne pas du parti, parce qu'on sait qu'en démissionnant du parti, on perd d'office son mandat. Voilà. Donc, on a des divergences avec le président du parti. On démissionne du groupe parlementaire, comme si le problème était avec le groupe parlementaire. On crée aujourd'hui un groupe parlementaire renouveau démocratique. Voilà. La question que je me pose, c'est quel sera l'aliment de ce groupe parlementaire à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils sont de l'opposition ou bien ils sont de la majorité? Aujourd'hui, lorsque l'UPC aura des activités, est-ce que ces députés vont se présenter? Réellement, je suis perdu sur ce qui se passe à l'UPC. Réellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le problème, c'est Zéphirin lui-même? Parce que vous vous rappelez que lui, Armand Wali, était le premier à sonner la trompette. Il a quitté. Ensuite, après, c'est le directeur de cabinet de Zef, Tambi Pascal, qui a claqué la porte. Il a créé son parti. Après, Élisée Kemdé a été exclu. Et 13 autres suivent. Donc, réellement, on se pose la question aujourd'hui. Est-ce que le problème, ce sont ces militants? Est-ce que c'est la tête du parti? Réellement, beaucoup de questions restent à trouver des réponses pour cette démission. D'accord, Hyacinthe. Votre analyse de cette situation au sein de l'UPC? Je pense qu'on est quand même dans le domaine de la politique et c'est visiblement et évidemment une manœuvre. Maintenant, dans quel sens? Toute la question, je pense qu'on le saura peut-être dans les prochains jours. Est-ce que c'est véritablement en vue de la création d'un autre parti? C'est véritablement en vue de la contestation et de l'éviction, si possible, de ZEF de son propre parti? En tout cas, une chose je sais aujourd'hui, il n'y a plus l'union au sein de l'union pour le progrès et le changement. Donc, maintenant, il faut savoir un peu jusqu'où ira donc cette désunion. Et on a vu ce matin donc les députés de Daouda et les 12 démissionnaires, donc crier à leur appartenance à l'UPC. Ils restent au sein de l'UPC. Ils ne font que donc changer de groupe parlementaire. Ils restent attachés à l'UPC. Moi, maintenant, je me pose certaines interrogations face à ce nouveau recadrage, en tout cas au sein de l'UPC. C'est d'abord l'impact sur les militants, la réaction qu'auraient donc les militants. On a vu un peu avec le cas Élisée Kemdé, où les militants sont venus demander donc à ce qu'ils rendent le mandat. Aujourd'hui, si vous ne suivez pas, vous êtes dans un parti politique, même s'il crie donc à une certaine absence de liberté de pensée et même de vote au sein du parti politique, même si je me pose la question de savoir pourquoi c'est aujourd'hui il se plaignent. Il faut aussi, il y a une discipline dans tout parti politique, c'est-à-dire que si vous ne suivez pas la discipline de parti, quelle peut être la réaction des militants, ceux-là donc qui vous ont apporté leur confiance. Donc je me demande un peu
quelle serait donc la réaction qui va suivre au sein de l'UPC face à ces députés démissionnaires-là. Maintenant, quelle est leur finalité, quelle est ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'ils recherchent véritablement un souffle de démocratie au sein de leur propre parti? Est-ce que c'est la réalité? Ça, on verra dans le prochain jour s'ils ne fondent pas leur propre parti, parce que, mais ils ont affirmé en tout cas qu'ils restaient dans l'opposition, ils restaient au sein de l'UPC. On verra dans le prochain jour qu'est-ce qui va ressortir. Il y a aussi, pour moi, un fait qui reste, peut-être, qui pose en tout cas des interrogations toujours. C'est un peu, comment dirais-je, toute cette orchestration en fait autour de... Je pense qu'en général, le linge sale, c'est la famille déjà. Lorsqu'on en vient à orchestrer sa sortie, à faire tout... Parce qu'ils remettent ils ont changé, lorsqu'on a les impôts, ils ont changé progressivement d'argumentaire. Oui. Au départ, c'était le manque de réaction, le silence des Zéphirin qui après face donc au papier de courrier confidentiel. Mais évidemment, sur ce point, je vois mal Zéphirin être le premier à réagir lorsqu'on ne l'accuse pas lui, mais les personnes nous-mêmes. C'est aux personnes d'abord de réagir. On sait tous, dans un organe de presse, il y a un procédé à répondre lorsque vous estimez être diffamé. Vous pouvez même aller à la justice. Vous pouvez également user de votre droit de réponse. C'est d'abord à eux, qui était d'abord à eux de répondre. Ensuite, on a vu cette fameuse lettre de Zéphirin paraître aussi en termes de réponse, qui veut dire qu'il y a eu en tout cas une réaction de sa part envers ces donc ils ont laissé tomber un peu cet argumentaire. Ils sont allés maintenant sur l'absence de liberté de pensée, liberté de vote autre, pour justifier. Donc il y a toute une orchestration autour de leur en tout cas de leur manœuvre. Maintenant, jusqu'à quelle fin, ça, eux seuls sont dans le secret, mais bien sûr, on le verra dans les prochains jours. Si le renouveau démocratique est un parti en il faut que c'est juste un groupe parlementaire. D'accord. En tout cas, on peut dire que tous ces problèmes, on l'a vu venir, et surtout lors du vote de la loi PPP, où voilà, il y a des députés, voilà, l'UPC avait refusé de suivre la consigne de quitter la salle de l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. On peut dire que les choses ont commencé bien avant ce que l'on voit, parce que c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase. Mais comme Hyacinthe l'a dit, je ne partage pas l'idée de cette accusation dans le journal. Lorsque quelqu'un est accusé, il appartient à la personne de se défendre. Ce n'est pas une tierce personne qui va venir défendre une autre personne pour une accusation. Donc pour moi, cet argument ne tient pas la route. Mais cette démission, entre guillemets, massive de députés du groupe parlementaire UPC, ça traduit, à mon avis, un malaise qui sévit au sein du parti. Parce que comme Lassane l'a rappelé, il y a eu d'autres événements successifs qui sont passés avec d'autres démissions, d'autres exclusions au sein de ce parti. Donc ça montre qu'il y a réellement un problème. Et regardez un peu la carrure des démissionnaires. Il s'agit non seulement de députés, les députés ce ne sont pas des enfants, mais dans le lot, on trouve des cadres du parti comme Daouda Simboro, qui était d'ailleurs le président du groupe parlementaire. Donc il n'était pas à la recherche d'un poste. Il y a aussi Lona Charles Ouattara, qui est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien. Dans le lot, on trouve Adama Soso, qui était le secrétaire général national du parti. Ce sont des cadres du parti qui ont décidé de quitter. Donc, si on prend rien que ces 3 ou 4 personnalités plus les autres, ça donne en tout cas un paquet de démissionnaires qui traduit effectivement, à mon avis, un malaise interne au sein du parti, parce qu'on ne quitte pas un groupe parlementaire pour en créer un autre pour rien. Donc, à mon avis, les arguments qui ont été servis à la presse, ce sont des arguments, j'allais dire, de première main. Ils doivent avoir de vraies raisons que ces députés ne nous ont pas encore expliquées. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils aient l'idée de vouloir créer un parti, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que c'est que la législature en cours, certainement qu'ils vont laisser couler jusqu'au bout. Mais ces derniers, on a l'impression en tout cas qu'ils disent que ce n'est pas, tout va bien pour le parti parce qu'ils sont toujours membres de l'UPC, mais ils créent un autre groupe parlementaire, ils restent UPC jusqu'au bout. Mais on sent un peu le malaise quand même, hein, parce que ce matin, il y avait cette conférence de presse des démissionnaires qui était initialement prévue au siège du parti. Ça a été à la dernière minute délocalisé à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'ils n'ont pas eu l'autorisation d'occuper le siège de leur parti. Oui, ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Le président du parti également fait une conférence de presse. Demain, justement, Zéphirin Diabré également va s'expliquer face à la presse nationale par rapport à ce problème. Donc c'est un jeu de ping-pong, ça traduit un peu le malaise. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, je crois que Zéphirin Diabré doit non seulement tirer les leçons de cette situation qui prévaut au sein du parti, faire une vraie introspection. Est-ce qu'il y a réellement démocratie
interne à l'UPC, c'est la question que l'on se pose. Les démissionnaires vous diront non, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a que la pensée unique. Nous voulons un autre cadre pour pouvoir mieux nous exprimer. C'est pour ça qu'ils ont créé un autre groupe parlementaire. Mais au-delà de ça, si j'étais à la place de Zéphirin Diabré, j'aurais été un homme heureux parce que je suis chef d'un parti qui a 2 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Théoriquement, ça doit pouvoir bien marcher avec ces 2 pieds. Parce que même l'on dit, c'est pour contribuer à la production parlementaire pour le compte d'un seul parti qu'est l'UPC. Donc, alors aujourd'hui, face à cette situation, Zéphirin Diabré, à mon avis, devait avoir une hauteur de vie et regarder avec une certaine hauteur les 2 groupes parlementaires désormais qui sont de son parti et ne pas avoir des traitements différentiels, sinon il risque de perdre en tout cas une partie assez importante de ses militants, parce que quand on prend ces 13 démissionnaires, ce sont des députés qui sont donc élus dans les circonscriptions électorales des provinces, donc ça fait quand même un maillage important. Vous savez qu'au Burkina Faso, lorsqu'on prend un député, il y a tout un monde autour de lui, il y a ses électeurs, il y a ses militants, etc. S'ils font défection, c'est que c'est le parti qui va en lambeau. C'est assez malheureux ce qui arrive en tout cas au sein du parti, mais je suis sûr qu'on peut trouver toujours des solutions. La balle se trouve dans le camp des Zéphirin pour concilier les bords. Ça va être le mot de la fin. Nous sommes pris par le temps. Il est midi, après 1 heure de débat qui passe très rapidement. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur l'audience de confirmation de charge qui a été reportée donc pour le 25 octobre. Donc ça, c'est une actualité qui restera pendant longtemps encore et nous aurons beaucoup d'autres occasions d'en parler. Nous savons d'ailleurs beaucoup parlé donc de cette actualité, c'est pourquoi peut-être j'ai laissé développer les choses jusqu'à ce point. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Lassane Osé Ouedraogo des éditions Sidoya, alors Yacinthe Sanou de Omega FM et Paul Miki Rwamba de la radio Ouaga FM. Juste un constat, on a relégué le CDP aux oubliettes. Je pense que c'est toute la statue du parti aujourd'hui, c'est tout le positionnement qu'ils ont aujourd'hui dans le débat. Donc c'est une nouvelle expérience pour eux, c'est une belle image pour terminer ce débat. D'accord. Alors on se retrouve dimanche prochain, en tout cas si Dieu le veut. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTV. Non, parce que